Le fondateur de la communauté Saint-Egidio a échangé avec le président Ouattara. Les deux hommes ont évoqué les questions liées à la paix à l'approche de la prochaine échéance électorale. Le nouveau ministre grec des Finances, Euclide Sakalotos, s'est dit confiant aujourd'hui sur le fait que plusieurs demandes de la Grèce sur la dette vont être acceptées par les créanciers. Il a cité un échange d'obligations entre la BCE et le mécanisme européen de stabilité prôné de longue date par les Grecs. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État et le fondateur de la communauté Saint-Egidio ont échangé aujourd'hui. Ils ont parlé de la culture du vivre ensemble et de la paix en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulin nous fait le point de la rencontre. Andrea Riccardi, hôte du président de la République Alassane Ouattara ce vendredi en fin de matinée, le fondateur de la communauté Saint-Egidio qui prône l'entente et la paix entre les religions, a eu plus d'une heure d'entretien avec le chef de l'État. Échange à l'issue duquel il a dit être heureux de retrouver sous la supervision du président Alassane Ouattara une Côte d'Ivoire en pleine reconstruction après des moments difficiles dus à la crise post-électorale. Pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'élection, car ici, c'est un laboratoire de ce que j'appelle et que c'est mon idéal, la civilisation du vivre ensemble. Vivre ensemble entre Nord et Sud. Et je veux souligner comme la Côte d'Ivoire a accueilli toujours populations différentes, vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. Et vivre ensemble avec l'inclusion sociale, car c'est notre chapitre sur lequel Saint-Egidio est très engagé. Alors, pour moi, j'ai eu une heureuse occasion de rencontrer le président et de lui présenter les hommages de la communauté de Saint-Egidio et aussi de lui dire comme je vois la croissance et l'orgueil des Ivoiriennes, comme la croissance de la société et de l'économie et l'orgueil de l'identité de ce peuple est grandi dans les dernières années. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas non plus caché sa joie de revoir un ami et surtout un grand ami de la Côte d'Ivoire. Le professeur Riccardi est un grand ami de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, et il m'a fait l'honneur et le grand plaisir de venir me saluer. Et donc je voudrais, professeur, vous dire un grand merci pour cette visite et pour ce que Saint-Egidio fait sur la Côte d'Ivoire et dans le monde d'ailleurs, parce que votre contribution va au-delà de l'Afrique et nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous faites pour la paix, pour donc la convergence religieuse entre les peuples. La communauté Saint-Egidio en Côte d'Ivoire est reconnue comme une association publique de droit commun. Avec 1300 membres, elle est présente dans plus de 30 villes et communes et s'investit dans des services gratuits en faveur des plus démunis. Les choses se précisent pour le démarrage des travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan. Ces travaux qui vont démarrer en septembre prochain devront à terme permettre au port d'Abidjan de se positionner comme le leader des ports ouest et centrafricains. Les travaux qui seront réalisés grâce à un prêt de plus de 460 milliards de francs CFA. C'est en tout cas ce que nous dit Adam Ankoni. Marée haute au port autonome d'Abidjan. La Chine et la Côte d'Ivoire embarquées sur le même bateau pour l'extension et la modernisation du port. Un partenariat qui vaut plus de 460 milliards de francs CFA à financer par Exim Bank Chine. Si l'accord de prêt a été conclu en décembre 2014, c'est ce jeudi 9 juillet que les deux parties ont signé l'accord de mécanisme de remboursement, bouclant ainsi l'opération de financement. Les signatures de ce jour ouvrent la voie au premier décaissement des ressources du prêt Exim Bank Chine en vue du démarrage effectif des travaux au mois de septembre 2015. Ces travaux devront à terme permettre au port d'Abidjan de se positionner comme le leader des ports ouest-africains et centrafricains par la qualité des infrastructures d'accueil des navires dans les eaux ivoiriennes. La réalisation des travaux a été confiée à China Abu Engineering Company, une filiale du groupe China Communication Construction Company, une entreprise dont l'expérience n'est plus à démontrer dans l'exécution de travaux de plateformes portuaires, puisqu'elle conduit des projets dans plus de 80 pays au monde.
La groupe CCCC est une groupe centrale très importante en Chine. Il assume beaucoup de responsabilités sur la constitution nationale. Elle a au moins 3 filières ici présentes en Côte d'Ivoire. Et ces 3 filières, j'espère, jouent un rôle de plus en plus important dans les jours à venir. Au total, les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan vont coûter 541 milliards de francs CFA, avec entre autres la construction d'un 2e terminal à conteneurs. Le prêt octroyé par Exim Bank Chine représente 85% de ce montant. Le solde de 15% sera pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Au bout de 4 ans, ces travaux remettront le port autonome d'Abidjan à flot pour de nouvelles conquêtes commerciales. Le comité de développement local minier de la mine d'or d'Agbaou dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire vient d'être installé. Objectif, préserver l'entente entre les exploitants et les villageois. L'ancien Bakayoko et Adam Koni. Grève dans la mine, bagarre intempestive, accusation de pollution, plainte au tribunal de commerce. Tous ces problèmes enregistrés sur la mine d'or d'Agbaou pourront désormais être réglés dans un cadre de concertation. Avec l'installation du comité de développement local minier CDLM, le gouvernement engage la responsabilité des riverains et des opérateurs à mener les activités d'exploitation dans un partenariat gagnant-gagnant. On ne peut pas parler de développement minier, d'industrie minière aujourd'hui sans parler de comité de développement local. C'est une loi, c'est une obligation pour nous tous. Et ce comité de développement local a pour mission principale d'être un instrument de développement économique et social des zones impactées par l'activité minière. Ce comité se veut représentatif et inclusif. Composé des autorités locales, de l'administration, des communautés villageoises et des exploitants de la mine d'Agbaou, il est chargé de résoudre les problèmes d'infrastructures sociales. Grâce à un fonds alimenté par 0,5% du chiffre d'affaires réalisé sur la mine, le comité a pour mission de construire des écoles, des centres de santé et des équipements hydrauliques. Une initiative saluée par les riverains de la mine. Finalement, ce que nous attendions, c'est arrivé. On sait que ce ne sera pas la chose qui va régler d'un coup de baguette magique tous nos problèmes. Mais nous pensons que c'est un bon début pour arriver à quelque chose de potable pour nos populations. Le comité d'Agbaou est le 3e du genre après ceux du Tié de Bondoukou. Le permis d'exploitation de la mine d'Agbaou date de 2012. Avec une capacité de 35 tonnes à exploiter sur 10 ans, la mine d'Agbaou a permis la création de 588 emplois directs. Sachez que la mine d'or d'Agbaou va augmenter de 20% la production aurifère de la Côte d'Ivoire. Cette mine va produire annuellement 3 tonnes d'or et permettre de porter la production aurifère du pays de 13 à 16 tonnes par an. Une rencontre interafricaine se tient depuis hier sur les bords de la lagune Ébrié. Il s'agit de valider les politiques communes du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Le reportage de Serge Coléa. Les États africains ont décidé de se réunir pour valider des politiques communes dans le cadre de la réforme de la pêche et de l'agriculture. Des journées de réflexion se tiennent à Abidjan avec pour but précis d'élaborer des principes directeurs essentiels pour la bonne gouvernance de la pêche africaine en vue de renforcer la cohérence et la coordination du secteur. Le secteur de pêche en Afrique est un secteur qui a un potentiel vaste et varié. Mais jusqu'à présent, la contribution de ce secteur à la croissance économique, à la sécurité alimentaire est vraiment pas complètement exploitée. Donc si les pays mettent en cohérence leur politique et adoptent ce cadre de politique, cela augmentera la contribution du secteur de pêche à la sécurité alimentaire et à la croissance économique. Le ministre des Ressources animales et halieutiques préside ces rencontres. Elles s'inscrivent dans la vision du chef de l'État à travers le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, a-t-il indiqué. Les actions de l'UABIRA qui constituent bien sûr notre instrument de coopération en matière de ressources animales et halieutiques, ne sont pas en la matière isolée. Elles mobilisent à l'échelle internationale les armes pour renverser les tendances baissières des pêches, de capture et les menaces qui pèsent sur l'environnement
des ressources halieutiques. Ces activités se tiennent du 9 au 11 juillet. Elles permettront à terme au secteur de la pêche de connaître une plus grande productivité et une rentabilité avec des possibilités d'amélioration de la gestion régionale des ressources. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Niénéma Coulibaly, apporte des éclairages sur l'audition des militaires dans le cadre des enquêtes relatives aux exactions commises lors de la crise post-électorale. Et ce pour atteindre l'objectif zéro impunité prôné par le chef de l'État. Sylvie Touré nous en dit un peu plus. Le fait défraie la chronique et pourtant, il n'a rien d'inédit à en croire le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Selon Niénéma Mamadou Coulibaly, la procédure à l'encontre de militaires dits proches du régime relève de l'évidence. La crise post-électorale, on ne peut le dénier également, a mis en première ligne des militaires, des miliciens, certains civils. Et donc, il ne peut pas être surprenant qu'aujourd'hui, la justice s'intéresse à toutes ces qualités de personnes. Et cela a été confirmé par le rapport de la Commission nationale d'enquête. C'est d'ailleurs à la lumière des résultats de cette commission qu'agit la justice, et non sur la pression d'organisations internationales ou encore de la Cour pénale internationale, même si cette dernière s'est réjouie de l'instruction de ce dossier. Nous n'agissons pas sous la pression en Côte d'Ivoire. Notre justice fonctionne avec les moyens, les capacités qu'elle a. Et je pense qu'à ce jour, on peut considérer qu'il y a la capacité en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu certainement sur une station de radio le porte-parole de la CPI qui reconnaît que jusqu'à aujourd'hui, ils n'en sont pas au stade où est la Côte d'Ivoire. Ils ont plus de moyens, ils ont plus de possibilités, mais nous avons fait beaucoup plus. Aucune saisine de la CPI n'a été faite en dehors des cas de l'ex-président Laurent Gbagbo, de son épouse et de Charles Blé Goudé. Pour ce qui est de la suite à donner à l'affaire des ex-Comzone et des autres militaires auditionnés, le ministre est formel. Ceux contre qui seront retenus des charges répondront devant la justice. S'il est avéré que des ex-Comzone ont effectivement commis des faits répréhensibles, ces ex-Comzone devront répondre devant la justice, comme nous l'avons toujours dit, sur les indications du chef de l'État. Il n'y a pas donc de protection en matière de justice en Côte d'Ivoire. Impossible pour l'heure de savoir les faits pour lesquels ces militaires sont entendus, secret d'instruction oblige. Mais le ministre promet, toute la lumière sera faite sur les exactions de la crise post-électorale au nom de l'objectif impunité zéro voulu par le président de la République. Les conflits fonciers entravent la cohésion sociale dans la région de l'Agné-Bidiassa. Une délégation du conseil départemental des chefs de village d'Aboville a rencontré aujourd'hui le médiateur de la République pour en parler. Michel Mambo. Le départ des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, de la région de l'Agné-Bidiassa. La libération de certaines résidences illégalement occupées par ceux-ci, l'actualisation du fichier du cadastre forestier. Autant de dossiers soumis au médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Ngolo Coulibaly, par la chefferie traditionnelle et communautaire de la région de l'Agné-Bidiassa. Si les deux premiers dossiers ont trouvé une issue heureuse au fil des négociations, le troisième, celui lié à l'opération d'actualisation du fichier du cadastre forestier, reste encore latent. Pour mieux cerner la question, afin de la résoudre définitivement, le médiateur accorde une audience au conseil départemental des chefs de village d'Aboville. C'est un problème qui est suffisamment grave pour que, aussi bien du côté des populations que du côté de l'administration, on le prenne au sérieux de telle manière à le résoudre durablement pour que toutes les populations retrouvent la tranquillité dans le sens de la cohésion nationale dont tout le monde aime parler. Les hôtes du médiateur repartent satisfaits, leurs doléances ayant trouvé oreille attentive. Nous partons rassurés des conseils qu'il nous a donnés, des assurances qu'il nous a données, et nous savons que le problème se trouve en de très bonnes mains et qu'il trouve déjà sa solution parce que nous avons été écoutés. Le renforcement de la cohésion sociale, une des priorités de Ngolo Coulibaly. Le médiateur envisage dans les jours à venir
écouter les autorités administratives impliquées dans le processus. Jour J-2 de la date butoir de l'inscription sur la liste électorale, le secrétaire national à la jeunesse du RDR continue de sensibiliser les nouveaux majeurs du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur à aller s'inscrire pour participer à l'élection d'octobre prochain. Le reportage de Thomas Guissambi. Plus que quelques heures pour la fin officielle de l'enrôlement. L'heure est donc à la mobilisation tout azimut pour l'inscription massive des jeunes sur la liste électorale. Occasion pour l'honorable Soro Alphonse de sonner la mobilisation à l'intérieur du pays, tout comme dans les 10 communes d'Abidjan, pour encourager les jeunes et particulièrement la couche dite nouveau majeur à se faire enrôler. Ces derniers jours sont mis à profit dans toutes les communes d'Abidjan, là où nous savons qu'il y a une concentration de jeunes, de nouveaux majeurs, de personnes qui ne se sont pas encore fait enrôler. Nous faisons l'effort d'aller vers ces personnes pour les convaincre et de surtout veiller à ce qu'on vienne ensemble dans un centre d'enrôlement pour que leur enrôlement se fasse à notre présence. Message bien perçu par les jeunes rencontrés qui ont pris d'assaut les centres d'enrôlement. C'est un acte citoyen et un devoir citoyen comme tout Ivoirien. Parce que d'abord voter, ce n'est pas seulement élu le président, c'est aussi élu les différents maires et députés de notre cher pays. Rappelons que l'opération d'enrôlement prend fin le 12 juillet prochain. Ce communiqué du Conseil national de la presse. Le collège des conseillers du Conseil national de la presse a pris une décision portant retrait pour une durée de 6 mois de la carte d'identité de journaliste professionnel de Gbato Tonga Guillaume dit Guillaume Gbato. Une décision prise lors de la 7e session ordinaire du collège des conseillers du CNP. Les faits remontent à la publication d'un dossier sur les syndicats des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire. En effet, selon l'auteur de l'article, Samoa Kouboué aurait avoué dans le dit rapport que de concert avec Guillaume Gbato, il aurait utilisé à des fins personnelles divers biens et appuis financiers destinés aux syndicats. Il s'agit entre autres d'un soutien financier de la présidence de la République accordé aux syndicats pour l'organisation de son congrès en 2012 et des subventions du Fonds de soutien et de développement de la presse. En conséquence, et en attendant l'examen de cette affaire, le Conseil a décidé du retrait de la carte de journaliste professionnel de Guillaume Gbato pour une durée de 6 mois à compter de la notification qui lui en sera faite. Guillaume Gbato dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la juridiction administrative compétente. Et puis les retraités de Côte d'Ivoire ont été instruits sur le fonctionnement de l'assurance maladie par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie lui-même. La rencontre s'est déroulée dans la commune du Plateau. Le reportage de Herman Niamien. Comme souhaité par l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire, UNACI, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie était face aux retraités. Ces derniers voulaient en savoir davantage sur le fonctionnement de cette structure afin de lever les différentes zones d'ombre sur certains chapitres de cette couverture maladie universelle. Nous, on s'est réjouis d'abord de cette démarche parce que c'est un moyen pour nous de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, une cible privilégiée, la couverture maladie universelle. Vous savez que la couverture maladie universelle est ouverte à l'ensemble de la population et les personnes du 3e âge des retraités font partie, n'est-ce pas, de l'ensemble de cette population-là. L'exposé du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux participants d'avoir une idée précise sur le fonctionnement de cette structure. Il a donné un coût, 1000 francs par mois, et je pense que c'est un peu abordable, mais nous allons en temps opportun rencontrer aussi nos adhérents. Si j'ai 5 enfants, les 5 enfants, chaque tête, ça fait 1000 francs. Donc ça me fait, plus moi, mais ça fait 5 000 francs. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que, retournant chez moi, à l'intérieur, je vais passer le message. À ce jour, seulement 110 000 personnes se sont fait enrôler. Les responsables de la CENAM envisagent d'atteindre le chiffre de 4 millions de personnes. Un chiffre déjà disponible dans la base de données de la CENAM grâce aux données de la CEGRAE et de la CNPS. Ce chiffre va constituer le socle de la solidarité nationale selon Bamba Karim. On note 57 sites d'enrôlement répartis sur toute l'étendue du territoire national.
Plus qu'une semaine avant la fin du mois de Ramadan, avant cette date, le chargé de mission du président Ouattara a tenu à offrir des vivres et non-vivres à la communauté musulmane de la nouvelle gare routière de la commune d'Abobo, par Gassoro Koni. Faire parler son cœur à l'occasion du mois de Ramadan, mois de solidarité, de fraternité et de partage. C'est le vœu cher Alassane Ouattara, chargé de mission du président de la République, Alassane Ouattara. Il a offert à la communauté musulmane de la nouvelle gare routière d'Abobo plusieurs dons. Dons composés d'une enveloppe de 200 000 francs CFA, de nattes, de bouilloire, de cartons de sucre et de lait, entre autres. Les 2 jours bénis du Ramadan, c'est important pour moi. Je choisis Abobo encore parce qu'ils ont vraiment souffert. Et je suis venu encore ici faire vivre mon cœur. Ces dons ont été reçus par les responsables de la commune d'Abobo avec à leur tête le maire Adama Toungara. Nous sommes heureux, la population d'Abobo, la municipalité et moi-même, d'avoir reçu de la main de M. Alassane Ouattara des cadeaux importants en vivres et en non-vivres pour manifester, pour exprimer sa foi. Les bénéficiaires, eux, ont tenu à témoigner leur reconnaissance aux donateurs. Grâce aux donateurs, le Seigneur nous a permis de nous retrouver avec l'imam Diarra et tous les musulmans de la gare, de pouvoir tranquillement faire cette rupture des jeunes en famille. Et cela nous a beaucoup marqué. Le maire Adama Toungara, tout comme le chargé de mission du président de la République, Alassane Ouattara, profitant de cette cérémonie, ont invité les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Partage de repas, prières et bénédictions ont également meublé cette cérémonie de dons. Sachez que le mardi 14 juillet 2015, le lendemain de la nuit du destin, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. En application du décret 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 17 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. C'est une information du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le district autonome d'Abidjan a ouvert une représentation à Metz, ville frontalière française de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg. L'idée est de se rapprocher de ses partenaires européens. Le reportage de notre envoyé spécial à Mamadou Kouassi. Un bâtiment de 3 niveaux situé sur la rue Winston Churchill, un quartier chic de la ville de Metz, dans la région de Moselle, en territoire français. C'est ici que le district autonome d'Abidjan a décidé d'ouvrir une représentation européenne. Sa toute première dans le monde. À travers l'ouverture de ses bureaux, le gouverneur du district autonome d'Abidjan veut se rapprocher de ses partenaires économiques. La Côte d'Ivoire vit dans ses locaux, vivra dans ses locaux pour se connecter à d'autres pays qui sont limitrophes à la France. Ici sera un lieu de partage des ambitions économiques, culturelles, éducatives et sportives. En un mot comme en mille, ici sera un lieu de promotion de la culture humaine. Robert Becré-Mombé soutient également que le partenariat avec des structures de développement permet à sa collectivité de bénéficier de plusieurs dons, notamment des camions pompiers et des livres. François Lavergne, vice-président du conseil départemental, salue le choix de sa région. Il affirme que tout sera mis en œuvre pour consolider leur collaboration. Plusieurs établissements universitaires et de formation professionnelle sont tout à fait prêts, et je salue à nouveau le représentant de l'université, à établir des relations partenariales avec leurs homologues ivoiriens, alors dans le domaine notamment de la construction, des travaux publics. Emmanuel Irio, chef de ce bureau, a été présenté aux autorités de la région de la Moselle, région frontalière avec l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, des pays partenaires du district autonome d'Abidjan. Les ministres des Finances de la zone euro devront prendre demain une décision majeure au sujet de la Grèce, selon le président de l'Eurogroupe. Le nouveau ministre grec des Finances, Euclide Sakalotos, s'est dit confiant aujourd'hui sur le fait que plusieurs demandes de la Grèce sur la dette vont être acceptées par les créanciers. Il a cité un échange d'obligations entre la BCE et le mécanisme européen de stabilité prôné de longue date par les Grecs. Euclide Sakalotos a expliqué que si cet échange des 27 milliards d'obligations
obligations grecques détenues par la BCE, dont une partie arrive à échéance cet été, est acceptée par les créanciers. Les échéances de la Grèce seront plus faciles à honorer. Il l'a dit devant la commission parlementaire qui examine l'offre d'accord soumise hier soir par Athènes pour convaincre ses partenaires européens de reprendre leur financement du pays et de les garder dans la zone euro. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.